Voilà, on va commencer cette émission. Donc, vous le savez, maintenant, vous en avez pris l'habitude. Maintenant, trois dossiers en direct du Trumpland. On va commencer par ça. Le journal des vaguelettes, l'œil sur le réseau pour se séparer avec le sourire. Et donc, nous allons débuter par ce sujet que je veux traiter depuis un moment, qui était déjà une réalité trumpienne, une spécialité trumpienne en 2016, en 2017, de 2017 à 2021, janvier 2021, avec Trump 1 à la Maison-Blanche. Ensuite, pendant un an et demi, voire 2 ans pendant la campagne, je vous rappelle que il n'y a pas tout à jeter chez Donald Trump, il faut aussi dresser ses qualités, et sa qualité, c'est que Donald Trump est un producteur de télévision, et donc il connaît tous ces mécanismes et la nécessité d'occuper l'écran 24 heures sur 24, d'occuper le narratif, que ça soit lui qui impose le narratif, hein, c'est pour ça que les démocrates d'ailleurs ont du mal à exister en ce moment et pas les autres. Et donc, c'est ce qu'il fait avec talent. C'est ce que Steve Bannon, est-ce que tu te souviens, Thomas, de l'expression de Steve Bannon sur qu'il fallait inonder, non, oui, non, inonder la zone avec... Flood the zone. flood the zone avec de la merde. Donc, il fallait en permanence... Je te laisse ouais, non, il n'y a pas de parler problème. Il Il n'y a pas de problème. Il fallait donc en permanence occuper le terrain. Et puis, en fait, depuis le 5 novembre, parce que ça a commencé avant que Trump revienne à la Maison-Blanche, et depuis, ça s'est encore accéléré, mais on assiste à ça sous stéroïdes, c'est-à-dire que il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus d'espace pour autre chose, il n'y a plus d'espace pour d'autres personnes. C'est Trump et Trump lui-même qui occupe le terrain. Et on va le voir, ça pose des challenges pour certains journalistes, d'autres ne sont pas gênés. Ça fait de l'audience, ça fait du clic, on préfère commenter sur des sujets peu importants que d'aller se plonger sur ce qui se passe vraiment derrière. Nous, on va faire exactement le contraire. Hein, on va essayer d'aller voir ce qui se passe derrière. On va essayer de ne pas tomber dans le piège de cette opération de distraction, cette campagne de distraction, opération de distraction de Donald Trump. Et en fait, on va débuter aujourd'hui cette émission par une petite vidéo qui aurait pu figurer dans l'œil des réseaux. Mais finalement, je l'ai mis là parce que, avec humour, elle résume bien le quotidien américain. On regarde ça tout de suite. Coming out of Washington, D.C. this morning, and you won't believe what the president did now. Breaking news coming out of Reagan International Airport, where we're pretty sure that the pilots were gay. Breaking news, every single government official has been fired. Breaking news, Guantanamo Bay is back. Breaking news, Satan has been appointed head of the Ethics Committee. Breaking news, 1930s Germany is back in style. Breaking news, getting rid of Mexicans but keeping tacos. Breaking news, gay people are now legally not real. We interrupt this program to bring you some breaking news. We've got 4 more years of this. Alors, on a 4 ans comme ça, et donc cette succession du mot breaking news, hein, si vous passez quelques heures sur les réseaux sociaux, vous le voyez se multiplier en permanence. Breaking news, il y a 4-5 breaking news. Il y a même, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a même désormais un découpage dans la breaking news. On se réveille le matin, il y a des premières informations qui arrivent de Washington. À la mi-journée, souvent c'est Trump qui intervient depuis le bureau ovale pour préparer justement le narratif des émissions de la fin d'après-midi et évidemment la partie la plus importante en termes d'information, ce qui était à une époque l'horaire du 20h, donc de la messe de l'information. Donc il y a vraiment une volonté, puis les conférences de presse de sa porte-parole, une volonté de contrôler le narratif. Et ce matin, je voulais vous proposer je voulais vous montrer ce matin, donc j'ai vu ce tweet
qui résumait bien la situation. Donc, c'est un tweet de Brian Stelter qui travaille à CNN et qui dit que le véritable boulot des journalistes est de couvrir la réalité, mais que finalement, les journalistes se retrouvent aspirés par suivre le président Trump qui, en fait, lui, crée sa propre réalité. Et c'est vrai que c'est véritablement un problème actuellement, c'est que on va le voir, on va prendre l'exemple de Gaza, euh, euh, les journaux, les médias passent leur journée à parler de ce qu'a dit Donald Trump, à les faire réagir la classe politique sur ce qu'a dit Donald Trump, faire venir des experts de plateau qui vont disséquer ce que Donald Trump a dit, et ça s'arrête là. Il n'y a pas de chronique de la réalité. C'est un véritable problème. Pour l'instant, les médias n'ont pas trouvé de réponse à ça, parce que face à eux, ils ont quand même le président des États-Unis, hein, comme le dit Brian, c'est à la fois son pouvoir et sa position, et donc c'est un véritable challenge, explique Brian, pour les fact-checkers et pour les journalistes d'enquête, parce que d'un côté, et c'est là le cœur du problème, c'est comment ignorer, je ne sais pas ce que tu en penses, Cody, c'est comment ignorer ce que dit le président des États-Unis, hein, c'est plus Donald Trump candidat, déjà qu'ils n'ignoraient pas Donald Trump candidat, là c'est le président des États-Unis, et surtout lorsqu'on voit, c'est le point intéressant, c'est lorsqu'on voit l'impact des propos de Trump sur ses supporters. Vous allez voir les réseaux sociaux et X en tête, et vous allez vous rendre compte que tout ce que dit Trump est pris comme une réalité. Ce matin encore, il a menti de manière complètement folle sur de l'argent versé à Politico. Donc il est parti à fond dans une théorie de la conspiration. Et je peux vous dire que c'était le sujet trending sur X, pas dans le sens Donald Trump nous a menti, mais de dire voilà, Donald Trump a raison. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette partie de la population ? C'est vraiment compliqué parce que tu peux pas l'ignorer, parce que eux n'ignorent pas, parce que eux, que ce soit sur X, Truth Social ou sur Fox News, ils ont ces informations, bien évidemment entre guillemets, parce qu'on sait que c'est que des mensonges. Et donc ils sont persuadés. C'est pour ça que quand on a vu les résultats de l'élection, c'est à cause de ces fake news que les gens ils sont prêts à voter, ils sont prêts à aller lancer un coup d'État le 6 janvier, comme on a vu, parce qu'ils sont convaincus d'une réalité, parce que pendant 4 ans, ils vivent que dans cette bulle-là. Et comme ils disent, comme le dit Brian, on ne peut pas fact-checker, parce que le temps que ça prend pour dire non, en fait, c'est un mensonge, on est déjà à 4 mensonges qui sont plus loin. Et c'est toujours ça le plus fort, c'est le titre qui est vendeur. C'est pas ah non, correction, en fait le président a menti. Ah, correction, le président a menti. C'est quand Trump il dit les Haïtiens ils sont en train de manger les chiens. Comment est-ce que tu veux ensuite dire non, c'est pas vrai, et avoir plus d'attention sur ça que quand il te lance ça en direct pendant le débat? Ouais, et puis Thomas, il y a 2 jours, tu nous avais parlé, et tu vas rappeler de la stratégie du spaghetti, hein. On en a souvent parlé en termes judiciaires ici dans les émissions, hein. Ça a été la stratégie des avocats de Donald Trump jusqu'à ce qu'ils trouvent la bonne option. Et donc, c'est vraiment ça ce qui se passe tous les jours, hein. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler ? Non, et ça va encore plus loin que ça. Mais le spaghetti, c'est de dire, on va tout essayer, on va voir ce qui marche, ce qui colle. Et c'est que ce qu'on a vu récemment avec Trump, récemment pendant la campagne, c'est que maintenant, ça dépasse juste dire n'importe quoi pour avoir des réactions. C'est qu'il est prêt à faire n'importe quoi. Il est prêt à s'habiller en travailleur de McDo et se mettre
encore une fois, entre guillemets, travailler dans un McDo, il est prêt à conduire un camion de poubelle, il est prêt à dire et faire n'importe quoi tant qu'on parle de lui et tant qu'il contrôle le narratif. Maintenant qu'il est président, on est en train de le voir. N'oubliez pas, ça fait que 2 semaines, donc il n'a pas eu autant de temps de montrer des exemples, mais je crois que la prochaine étape, ça ne m'étonnerait pas si on commence à voir des espèces de ce qu'on appelait, maintenant c'est daté, en publicity stunt, en événement créé pour faire parler de lui, où il va faire quelque chose de complètement outrageux, bizarre ou juste abnormal pour qu'on parle de lui. Ouais, par exemple, ce dimanche, Donald Trump sera le premier président. C'est fou que personne d'autre n'y ait pensé avant. Hein. Lorsque je vous parlais des qualités de Donald Trump, et en tout cas son instinct de producteur, ou en tout cas des gens autour de lui pour le mettre en scène, il sera le premier président à assister au Super Bowl. Et en fait, il va transformer cet événement. Ça ne devient plus le Super Bowl, l'événement sportif. Tout passe à travers son prisme. Aujourd'hui, par exemple, il a félicité ça fait partie de ces spaghettis qu'il lance pour... alors souvent, on est dans l'outrage, on va le voir, mais ces spaghettis qui sont lancés le matin pour voir lequel va accrocher en termes de narrative. Donc ce matin, il est allé féliciter le quarterback des Chiefs pour la naissance de son enfant. L'enfant est né il y a maintenant un mois. Mais il l'a fait aujourd'hui parce que du coup, ça devenait un sujet. Je vais vous montrer un autre exemple ce matin d'une tentative de Donald Trump de créer le sujet du jour, celui qui va effacer tout le reste et donc créer cet écran de fumée qui camoufle ce qui se passe vraiment derrière. On écoute Donald Trump, c'était ce matin il était à une conférence religieuse et il a parlé tout à fait autre chose. C'est parti. The fact that they say, I can't run again. That's the expression. Sure. Then somebody said, I don't think you can. Oh. Now, I want to be with you regardless, and it's an honor, and it's something I've enjoyed. I've actually met some very nice Democrats here. Vous voyez, donc Donald Trump, c'est la troisième fois en 2 semaines qu'il essaye de lancer l'attention là-dessus. Il joue, hein, on le voit sur le public, de créer cette espèce de polémique qui va occuper les médias et de dire « Ah bah tiens, peut-être il y a des options pour que je me présente une 3e fois. » Vous savez que la Constitution limite à 2 termes présidentiels. Et donc, il joue là-dessus en espérant que ça crée la polémique. Et on va parler que de ça. Idem pour ce qui s'est passé sur Gaza. Donc vous avez vécu ça hier et avant-hier, ces déclarations de la nécessité que Gaza tombe sous le contrôle américain, que finalement les Palestiniens ne devraient pas, je résume ici, ne devraient pas y retourner, et la nécessité de développer Gaza, une sorte de resort touristique avec des hôtels Trump de partout. Hein, c'est la manière, en tout cas, dont on l'imagine. Hier, il faut que vous sachiez que hier après-midi, et c'est toujours le même rythme, hein, on va voir à quoi ressemble, on va analyser, décrypter à quoi ressemble une journée, parce que au moins, ça vous permet, après, d'être vigilant et de faire ce propre travail vous-même pour pas vous laisser manipuler. Mais hier après-midi, via des confidences à CNN ou au New York Times, par exemple, hein, on sait le rôle prescripteur du New York Times, les conseillers de Donald Trump ont essayé de faire marche arrière en disant voilà, en fait, bon, on s'y attendait pas, il a balancé tout ça, il n'y a pas vraiment de plan de prêt, etc., en espérant que l'histoire meure et soit remplacée aujourd'hui par autre chose. Cette autre chose, ça aurait pu être le troisième, sa volonté d'être président pour un 3e mandat. Il n'y a pas eu d'écho à la vidéo dont je vous ai présenté. Résultat, Donald Trump fait ce que Donald Trump sait faire le mieux. Il va sur Truth Social et alors que hier, ses conseillers tentaient de réparer les pots cassés, dire non, bah, finalement Gaza en passant à autre chose,
il en remet une couche. On va voir aujourd'hui sur Truth Social. Donc, vous voyez, les horaires sont heure de l'ouest des États-Unis. Donc, c'est le matin pour créer des polémiques. C'est-à-dire, non seulement il traite Chuck Schumer, qui est un démocrate de confession juive, il le traite de palestinien, et il remet une couche là-dessus en disant que le strip de Gaza devrait être donné aux États-Unis par Israël à la fin des combats. Et dans le même esprit, il va un jour mettre une couche sur le Panama, un autre moment sur l'Afrique du Sud. Alors, au-delà de ces déclarations, tout ça, c'est également suivi des faits. On sait que Rubio doit aller au Panama pour tenter de reprendre le contrôle du canal. Il y a toutes ces déclarations sur le Groenland, il y a ces déclarations sur Gaza. On en parle moins du côté européen, mais il y a aussi toutes ces déclarations sur l'Afrique du Sud, et on sent bien derrière la présence. Je vous rappelle que Elon Musk est né et a grandi en Afrique du Sud, et donc il y a toutes ces déclarations en Afrique du Sud qui peuvent paraître n'importe quoi sur Truth Social, mais dans la réalité, on sait maintenant que Trump a demandé à Marco Rubio de ne pas être présent, de boycotter le sommet du G20. Donc, quelque part, ça laisse une énorme place à la Chine, une énorme place à la Russie, parce que du coup, les États-Unis n'y sont pas, parce que l'Afrique du Sud y est présente. Donc voilà, donc on est dans ce mélange où il y a quelques effets dans la réalité, mais sinon, tout ça, c'est une volonté orchestrée de créer, comme le dit Eddie, c'est une stratégie du chaos où c'est le narratif. Et tous les matins, c'est la même histoire. Et donc, on va prendre l'exemple de Gaza pour vous montrer certains des mécanismes utilisés par Donald Trump pour orchestrer cette campagne de diversion et pour cacher les vraies histoires. Et puis, ces vraies histoires, vous savez quoi? Nous, on va vous les raconter. On se retrouve tout de suite après. Même si on s'approche rapidement des 30 100 abonnés, vous connaissez la tradition, c'est de vous remercier parce que si nous sommes là, c'est grâce à vous. Donc Thomas, si tu peux mettre quelques super chats pour qu'on remercie des gens comme Benjamin qui souhaite fêter les 30 000 en direct. Ouais, merci Benjamin. C'était un moment formidable de vivre ça avec vous. Oui. Merci Benjamin, je sais que tu es là depuis vraiment longtemps, donc merci pour ton soutien. On espère te voir pour les 40 000, les 50 000, etc. On continue avec Marie Sergent. Comme à chaque fois, un énorme merci Marie pour tout ton soutien. On va prendre la suite. Vas-y Thomas, si tu peux en mettre encore un. Merci. Dire bonjour depuis la Suisse, où on retrouve Isabelle. On parlait de chocolat et voilà, Isabelle est passée. Merci Isabelle. Merci Isabelle. Merci d'être là avec nous. Donc, je vais un petit peu vous démontrer comment Trump manipule l'opinion, empêche, comme le soulignait Brian Taylor, les journalistes de faire leur travail. Et donc, on va prendre cet exemple de Gaza où on ne va pas revoir les déclarations de Trump. Vous les avez vues et revues sur tous vos médias, où donc il fait en conférence de presse avec Netanyahou. D'ailleurs, on vous en avait parlé en direct à mesure que ça se passait, il y a 2 jours, lorsque nous étions là avec Thomas. Et l'impact des déclarations est immédiat. Je vais vous montrer par exemple hier la une du Drudge Report. Donc c'est pour vous montrer une des facettes de cette histoire. Donc on commence à occuper l'espace au complet. Donc vous voyez, donc
avec non seulement une photo créée par intelligence artificielle, mais une multitude de titres. On va se retrouver le lendemain à la une des tabloïds et des journaux aux États-Unis, mais aussi en Angleterre. Hein. J'ai choisi la une du Daily Star pour vous montrer l'impact de ce genre de déclaration de Trump. Donc, on construit le narratif, mais il y a aussi des journaux sérieux qui traitent l'information de manière sérieuse, donc donnent une légitimité. Le Washington Post, par exemple, qui donc traite ça sans recul nécessaire, sans recul, en disant simplement que donc Trump propose un déplacement permanent des habitants de Gaza. Et donc voilà. Donc ça, c'est une manière, évidemment. Donc ça, c'est le premier niveau. Hein, les médias qui ne parlent plus que de ça. La machine s'emballe parce que, aussi, les leaders, les influenceurs, j'allais dire, de la communauté MAGA se mettent au diapason, et souvent se mettent au diapason de manière provocante, parce que la provocation crée l'engagement. On va voir comment l'élue Nancy Mace, elle, a commenté, vas-y Thomas, a commenté la nouvelle. En disant on va transformer Gaza en Mar-a-Lago. Il y avait après il y a eu des réponses, je ne sais plus c'était qui demandait est-ce que vous préférez Mar-a-Gaza ou Gaza-Lago, tu vois, jouer des jeux comme ça. Donc ça, c'est un niveau. Évidemment, ça va créer un engagement terrible, hein, ce genre de formule. C'est un retweet du compte officiel de la Maison-Blanche, présidence Bureau Oval de Trump, où on voit cette citation où il dit juste, sans contexte, rien du tout, que les États-Unis va prendre le Gaza Strip. Donc voilà, ce tweet, c'est certain, il a le potentiel de faire des millions d'impressions. Voilà. Et puis évidemment, là-dessus, vu qu'on est en fin de journée, Fox va partir à fond dans le sujet, Fox News, en invitant dans toutes ses émissions. Donc il y a une fenêtre de 4 heures de news, on va dire de 17h à 21h, ou même des fois de 16h à 21h, voire 22h, où dans toutes ces émissions, le sujet, ça va être Gaza. Hein, donc, et l'exemple, c'est par exemple d'inviter Alina Habba, qui va venir vous parler de Gaza, et vous allez voir comment elle va recycler ce mensonge pour justifier l'injustifiable. Bon, c'est un travail souvent difficile, parce que si on en croit le New York Times, le lendemain, toutes ces personnes se sont retrouvées dans les médias à apporter leur soutien à ce projet, un projet dont ils n'étaient pas au courant une heure plus tôt, mais en tout cas, tout de suite, il faut aller dans les médias apporter la sainte parole. On va écouter Alina Habba. Have been crazy about freezing foreign aid. This would unleash some considerable foreign aid, rebuilding Gaza. Do you think that this is something that maybe the Democrats could agree to? I think they should. If they care about world peace, I think they should. If they care about stop spending 70, however much money they're spending on DEI plays and operas in Colombia, we've seen 50 million to Gaza for condoms that they're using for bombs. We're seeing all kinds of spending being cut. So why not spend that money on protecting people in the world who have been persecuted and prosecuted, much like President Trump, who are going to be given a safe haven? And while they do, let's take that strip and let's make it great again. Let's make the world great again by making America great again. And that's what President Trump is doing. Donc on voit que Alina Habba, en disant voilà, mais les démocrates devraient soutenir ce projet parce que c'est mieux que de gaspiller de l'argent comme ils l'ont fait en envoyant
50 millions de dollars en préservatifs au Hamas qui les a utilisés pour faire des bombes. Je vous ai raconté comment c'est trempé. Et le plus fou dans tout ça, pour vous montrer à quel niveau aujourd'hui de communication politique, Alina Habba n'est plus est une des porte-paroles de la Maison-Blanche. Elle vient sur CNN en termes d'officiel de la Maison-Blanche. Elle est salariée de la Maison-Blanche, payée par nos impôts. On est quelque part responsable du salaire d'Alina Habba. Et puis, on est dans un tel niveau que un compte qui est celui de Russia Today, qui est pourtant un compte pro-Poutine et complotiste, oui, même si certains experts de plateau français ont travaillé pour Russia Today, en tout cas, on voit que même eux se sentent obligés, c'est tellement gros cette histoire, qu'ils se sentent obligés de fact-checker Alina Habba. Donc, on revient sur le principe, Trump fait une déclaration en direct sur les médias, c'est toujours en direct, qui va étouffer complètement l'espace. Cette déclaration d'un coup devient de plus en plus grosse parce que les journalistes, les médias, sérieux ou pas, Drudge, Daily Star, on a vu, mais aussi le Washington Post, vont traiter l'information. Le soir, Fox News enrômait une couche en invitant des personnes comme Alina Habba, mais ce n'était pas la seule, pour essayer de donner un sens à tout ça, en expliquant que oui, il faut faire de Gaza, il faut faire great again. On a vu le recyclage du slogan. On attend la casquette. Oui, exactement. On attend la casquette et ça continue comme ça. Et en plus de ça, et c'est là qu'on se pose des questions de la manière, on revient sur ce tweet original de Brian Slater, de la manière dont la presse doit le faire, parce qu'on se dit, ok, est-ce que c'est du grand n'importe quoi ou est-ce que Trump est sérieux? Donc forcément, on se dit, tiens, il faut aussi traiter cette information de manière sérieuse, donc on a vu comment le Washington Post le faisait, ou en allant enquêter sur l'origine de ce que Trump vient de dire. Et donc évidemment, on retourne, on vous en avait parlé ici, aux déclarations en mars 2024 de Jared Kushner, donc le gendre de Donald Trump, qui a été un des premiers publiquement à expliquer que Gaza pouvait être une propriété de bord de mer qui aurait énormément de valeur. On sait, grâce au New York Times hier, que Donald Trump estime que Gaza pourrait être le deal d'une vie, the deal of a lifetime. En tout cas, on va écouter Jared Kushner pour vous dire, voilà, c'est pas des blagues, c'est quelque chose qui a été évoqué en mars 2024. On écoute Jared Kushner. In Gaza's waterfront property, it could be very valuable to, if people would focus on kind of building up livelihoods. You think about all the money that's gone into this tunnel network and into all the munitions. If that would have gone into education or innovation, what could have been done? And so I think that it's a little bit of an unfortunate situation there, but I think from Israel's perspective, I would do my best to move the people out and then clean it up. Donc voilà, on va creuser pour tenter de donner, en se dire peut-être il est super sérieux, donc allons trouver des explications à l'origine de cette déclaration du président des États-Unis. Et puis, c'est l'occasion pour moi de faire ici une double parenthèse. Une première parenthèse assez amusante, qui est celle de ce qu'on appelle un BRICS moment. Est-ce que tu sais c'est quoi, Cody, un BRICS moment? BRICS comme BRICS ou... Non, avec un X, BRICS comme Deborah Briggs, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était la spécialiste de Covid qui était là au moment où Donald Trump avait fait ses déclarations sur l'utilisation de la
d'une source lumineuse interne, voire de l'eau de Javel. On va revoir ce moment de grande solitude de Deborah Birx. On va le voir. So, supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light, and I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. Right, and then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me. So we'll see. But the whole concept of the light, the way it kills it in 1 minute, that's pretty powerful. Steve, please. Donc, et pourquoi je vous reparle de Deborah Birx, B-I-R-X, et de son moment, parce que c'est exactement ce qu'on a eu il y a 2 jours à la Maison-Blanche lorsque Donald Trump a parlé. Je vais vous montrer, vous l'avez certainement vu parce qu'elle a fait le tour des réseaux sociaux, la réaction de sa chef de cabinet, Susan Wiles, Susie Wiles, au moment voilà, où Trump annonce, et que personne s'y attendait, annonce que les États-Unis vont aller occuper de manière permanente, y compris en envoyant l'armée, des boots on the ground à Gaza. On voit que dire, ah, mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère? Et on a même une vidéo isolée sur Netanyahou qui n'était pas au courant non plus que Trump allait utiliser ce moment pour balancer son scoop sur Gaza. On regarde tout de suite Netanyahou. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job. Do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. I'm hopeful that this ceasefire could be the beginning of a larger and more enduring peace that will end the bloodshed and killing once and for all. With the same goal in mind, my administration has been moving quickly to restore trust in the alliance and rebuild American strength throughout the region. And we've really done that. We're a respected nation. C'est comme dans l'Empire contre-attaque, quand ils sont sur Cloud City, et que Dark Vador, il dit « J'ai changé le deal, pris que je ne l'altère encore pas plus », ou quelque chose comme ça. J'ai pas la citation en France. Mais j'ai presque la voix de Dark Vador, en fait. Ouais, ça tombe pas mal. Ouais. Bon, on va te laisser te reposer sa voix. Tu vas agir par signe. Et puis, c'est tout. Pauvre Cody. Donc, le Birx, petite parenthèse dans notre petite parenthèse. Lorsqu'on a vu tout à l'heure les images avec ce zoom sur Deborah Birx, on a dit voilà, c'est la fin de sa carrière. Ouais, ça a été la fin de sa carrière, sauf que depuis 2 jours, elle est réapparue. Elle est réapparue sur CNN où elle lance une nouvelle carrière. Elle est devenue experte de plateau. Là, c'était pour nous parler, on a une capture d'écran, c'était pour nous parler de la grippe aviaire. Donc voilà, elle est là. Et donc, à elle toute seule, à sa manière, elle confirme l'adage de Lavoisier. On va le voir tout de suite parce que c'est vraiment ça. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc voilà, on a pu être dans un des moments les plus ridicules de la présidence de Donald Trump et se retrouver désormais experte de plateau
sur CNN. Hein, c'est vraiment un sale boulot. On va, en parlant de côté ridicule, évidemment, les déclarations de Trump sur Gaza nous amènent à repenser à la campagne de 2024 et entre autres ce choix fort de la communauté arabo-américaine de soutenir Donald Trump. Souvent sur les réseaux sociaux, peut-être vous l'avez vu passer en américain, il y a une expression où on parle du léopard qui vous mange le visage. C'est exactement ça. On va voir des photos de ces arabo-américains. Regardez, Arab Americans for Trump. C'est un mouvement d'ailleurs qui a été lancé. Thomas, tu peux mettre l'autre photo et me dire le nom, je voudrais le prononcer sans erreur, vas-y. Bishara Baba. Exactement, donc on voit le siège, on est dans le Michigan. Michigan est à clé, hein, c'était vraiment important. C'est pour ça que derrière, c'est pas pour la raison pour laquelle il y a un lion habillé avec le bleu derrière, c'est que c'est les Detroit Lions, donc c'est l'équipe de football de Détroit au Michigan. Je sais que dans le chat, sinon vous allez parler de ça, mais donc voilà, il est devant ce poster-là, on voit ces posters à lui, les Arabes américains pour Trump. Donc, il a organisé tout ce mouvement du côté de Dearborn. On a vu qui va marcher. Regardez les titres au lendemain de la victoire de Trump dans le Michigan en expliquant que des villes, des communautés arabo-musulmanes, si tu peux nous le montrer, Thomas, ont voté, vas-y, c'est celui-là, ont voté pour Donald Trump. Donc, on voit Dearborn. Et plusieurs quartiers de Dearborn parce que Gaza, quelques jours avant l'élection, mais vraiment on est quelques jours avant l'élection, lorsque on sait que le Michigan va être un État extrêmement important et que ça va être extrêmement serré, Donald Trump est en meeting, on va voir la vidéo, Donald Trump est en meeting et il y a toute cette communauté américaine qui vient apporter son soutien à Donald Trump en expliquant qu'il leur a promis la paix. Donc, on va voir ça tout de suite. Vas-y, Thomas. Good afternoon, Michiganders. As the president said, we just had a positive meeting with President Trump. We as Muslims stand with President Trump because he promises peace. He promises peace, not war. We are supporting Donald Trump because he promised to end war in the Middle East and Ukraine. The bloodshed has to stop all over the world, and I think this man can make that happen. I personally believe that God saved his life twice for a reason. Voilà, ça c'était au mois de novembre 2024 et hier donc la plupart de ces responsables, des membres importants, y compris de la communauté religieuse, de la communauté arabo-musulmane, arabo-américaine, du Michigan a fait marche arrière en se disant on s'est fait avoir et entre autres donc le mouvement Arab Americans for Trump, on va découvrir que depuis hier il n'existe plus, que donc Bishara Baba on a vu tout à l'heure qui avait créé l'association a annoncé, on va voir l'autre titre Thomas, que on a changé de nom parce que Trump a annoncé que les États-Unis allaient prendre le contrôle de Gaza. On les avait prévenus. C'était un des thèmes de la campagne de Kamala Harris, de ne pas faire confiance
à Donald Trump, qui était prêt à promettre à n'importe qui, n'importe quoi pour être élu. Et ce genre de situation où d'un coup des personnes qui ont soutenu Trump il y a 3-4 mois se réveillent en disant mais en fait on s'est fait avoir, vous allez voir, c'est quelque chose que l'on va qu'on va vivre fréquemment pendant les prochains mois. Non, c'est certain. Et quand on pense déjà le nombre d'exemples qu'il y a eu ces dernières 2 semaines, il y a même pas 10 jours, on parlait des Mexicains, des Latinos pour Trump, qui disaient ah tiens en fait il était sérieux, on est en train on a peur parce qu'il y a toutes ces interventions où on va arrêter les sans-papiers, tout ça. Ben là c'est juste un autre exemple malheureusement. Exactement, d'une autre communauté qui fait confiance à Donald Trump. Et c'est encore une fois la confirmation de l'adage que tout ce que touche Trump meurt. Donc on revient, c'était une très longue double parenthèse, mais il fallait la faire, on revient à notre journée de Gaza. Donc la manière dont Trump fait sa campagne de diversion, de désinformation et de diversion, ces écrans de fumée, pour que l'on ne parle plus d'autre chose. Et on va voir que donc le soir, c'est Fox News, je vous ai montré les différents extraits, mais dans le dossier Gaza, on se rend compte que le lendemain, c'est pas terminé, c'est que du coup, les journalistes continuent à en parler, vont au Congrès pour interroger les élus. On va voir une séquence de CNN où les seules questions que vont poser les journalistes aux sénateurs ou aux membres de la Chambre des représentants, c'est pas par exemple sur ce qu'est en train de faire au même moment Elon Musk au ministère des Finances, au Trésor. Je vous ai raconté ça il y a 2 jours. Non, on va demander à des Mike Johnson et d'autres élus leur avis sur la déclaration la veille de Donald Trump par rapport à Gaza. On écoute tout de suite. Yeah, we're trying to get the details of it, but I think this is a good development. We have to back Israel 100%, and so whatever form that takes, we're interested in having that discussion. But it was a surprising development, but I think it's one that we'll applaud. So. Would you support the presence of troops? And I just caught up with the Senate Majority Leader John Thune. I asked him a similar question about whether or not this was an idea that was worth pursuing, if it was a feasible proposal. And this is what the Senate Majority Leader said. Senator, what do you think of Trump's takeover Gaza proposal? Is that a realistic idea? He wants to bring a more peaceful and secure Middle East and just put some ideas out there. Shrugging it off of sorts, saying just simply putting some ideas out there. Other Republican senators. Donc, pour que vous compreniez bien, la déclaration de Trump sur Gaza est le mardi dans la mi-journée. Ça occupe tout le mardi après-midi, tout le mardi soir et le mercredi. C'est le moment d'aller voir les réactions. Donc, on va interroger les élus là-dessus. On est le mercredi, on va être à 24 heures. Donc c'est comment une déclaration occupe 24 heures du temps. Et puis là-dessus, ça devient le rendez-vous matinal à la mi-journée de l'attaché, de la porte-parole de la Maison-Blanche. Et évidemment, de quoi elle va continuer à parler? De Donald Trump. On va l'écouter tout de suite. President Trump is an outside-of-the-box thinker and a visionary leader who solves problems that many others, especially in this city, claim are unsolvable. Donc voilà, en plus on le fait à la manière Corée du Nord. Disons, voilà tous les compliments pour ce génie. Ouais. Et donc, là, maintenant, nous sommes à plus de 24 heures après les déclarations de Donald Trump. Les propos de sa porte-parole vont alimenter les émissions de l'après-midi. Donc, Donald Trump occupe 28 à 30 heures de l'espace médiatique, d'autant plus que, et c'est extrêmement dommageable, que certains démocrates tombent dans
le piège. Pas tous, on va le voir. Et donc, je vais vous montrer comment, au lieu de mettre encore une fois l'accent où il devrait être, certains élus, ici c'est Al Green, un élu démocrate du Texas, s'emparent de la situation en disant voilà, en fait, et donc en analysant avec une espèce de grille sérieuse une proposition qui ne l'est pas vraiment, hein, elle n'est pas totalement inventée, hein, il y a eu des discussions, on le sait, dans l'entourage de Donald Trump. Son représentant, il a nommé quand même quelqu'un, son représentant en Israël, son envoyé en Israël, c'est quelqu'un qui vient du real estate, donc du développement dans l'immobilier, et c'est lui qui est allé voir Gaza, et donc il y a une volonté quelque part derrière tout ça, mais globalement c'est juste on occupe du terrain, et donc on va voir que malheureusement cela force les démocrates à traiter de la chose comme si c'était une réalité et que demain les États-Unis allaient occuper Gaza et pour les 15 prochaines années, faire la reconstruction de Gaza. Et donc, Al Green explique que ce que Trump précise, c'est comme si c'était comme si c'était un nettoyage ethnique, hein, de virer les Palestiniens de Gaza, et donc qu'il souhaite lancer une procédure d'impeachment contre Donald Trump. On écoute tout de suite Al Green. And still I rise, Mr. Speaker. And I rise today, Mr. Speaker, with a to whom it may concern message. To whom it may concern, ethnic cleansing in Gaza is not a joke, especially when it emanates from the President of the United States, the most powerful person in the world, when he has the ability to perfect what he says. Ethnic cleansing in Gaza is no joke, and the Prime Minister of Israel should be ashamed, knowing the history of his people, to stand there and allow such things to be said. Ethnic cleansing has been a crime against humanity. And I stand here today in the well to denounce what was said, to denounce what the president said, to denounce the complicity of the Prime Minister of Israel, and to remind people that Dr. King was right. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. And injustice in Gaza is a threat to justice in the United States of America. I rise to announce that the movement to impeach the president has begun. I rise to announce that I will bring articles of impeachment against the president for dastardly deeds proposed and dastardly deeds done. I also rise to say that the impeachment movement is going to be a grass-up movement, not a top-down. The people have got to move forward. The people have to demand it. And when the people demand it, it will be done. I did it before. I laid the foundation for impeachment. And it was done. Alors, soyons clairs, hein, sur le fond, ce que dit cet élu démocrate, c'est extrêmement intéressant et j'y adhère complètement. Mais là, le problème, c'est que dans la réalité, son intervention, parce que évidemment, son intervention, quelques heures après, va alimenter la presse pro-Trump, les médias pro-Trump, dont Fox News, les réseaux sociaux, en disant ben, « Regardez, ces démocrates, ça fait pas 2 semaines qu'il est au pouvoir et déjà, ils essayent de lancer un impeachment contre Donald Trump, comme ils ont fait à plusieurs reprises de 2017 à 2021. Et donc, résultat, cette déclaration, même si sur le fond, elle est extrêmement juste, en fait, elle a un seul effet, c'est qu'elle permet à cette occupation de l'espace lancée par Donald Trump 30 heures plus tôt, de continuer à vivre. Et pendant ce temps,
les 48 heures, on ne parle pas, ou peu, ou mal, ou pas assez, de ce qui est la véritable histoire. Ce qui se passe vraiment. Alors, ce qui est bien dans tout ça, on vous en a parlé dans le journal des Vaguelettes, on parle souvent de AOC qui joue un rôle extrêmement important, mais je vous ai parlé il y a 2 jours de Chris Murphy, un élu du Connecticut, qui lui a compris parfaitement ce que Donald Trump est en train de faire. On va voir son tweet. Et Cody, si tu te sens, vas-y, c'est à toi. Tu peux nous lire la première phrase. Oui, j'ai des nouvelles pour vous. On ne prendra pas le strip de Gaza. Exactement. Et donc, il dit, ben voilà, mais par contre, ce qui va se passer, les médias vont en parler et se concentrer sur ce sujet-là pendant plusieurs jours. Et Donald Trump donc, aura eu son succès de cette campagne de distraction et que l'on ne parle pas de la vraie histoire, que les milliardaires, en fait, sont en train de prendre le contrôle du gouvernement américain de la main du peuple US. On va l'écouter, il est allé répéter ça. C'est un petit peu une voix dans le désert, hein, soyons clairs, parce que les médias, y compris encore aujourd'hui, hein, nous sommes à maintenant 48 heures de la déclaration de Trump sur Gaza, on continue de parler de Gaza, donc on va l'écouter, je crois que c'était sur CNN ou MSNBC, en soirée, où il est allé rajouter en disant « Attention, vous êtes en train de tomber dans le piège de la campagne de distraction de Donald Trump ». On l'écoute tout de suite. Well, the impact is to try to distract Americans from the real story. Donald Trump and Elon Musk are trying to seize control of the government so that they can punish their friends, punish their enemies, and reward their friends, try to squash dissent, and gobble up a bunch of money to be able to pass along another massive tax cut for their billionaire and corporate friends. We're not going to invade and occupy Gaza. We're not going to invade Greenland. We're not taking back the Panama Canal. But Donald Trump is really good at this campaign of distraction. You saw the American people start to rise up over the weekend when they heard that Elon Musk was inside Treasury stealing their data. And Donald Trump doesn't want you or anybody else to talk about that today. He wants to change the conversation. And how does he do that? By making a ridiculous promise that the United States is going to invade, occupy, clear out, and rebuild Gaza, something that not a single Middle East leader will support, something Benjamin Netanyahu doesn't support, something that would lead to decades of war in the Middle East and thousands of Americans being killed. He's not going to do it, but he knows that he can turn the conversation to something that's better for him than the billionaire power grab inside our government that's happening right now. Ouais, et comme vient de le dire Chris Murphy, hein, c'est vraiment c'est un résumé qui aurait pu figurer dans notre journal des Vaguelettes parce que c'est exactement ça. Il a dit voilà, et Donald Trump réussit. On ne parlera pas de ce qui est en train de se passer du côté de Elon Musk et ses mignons. Eh ben, tu sais quoi, Thomas? Tu sais quoi, Cody? On va le faire. Je voulais pas te couper la parole, c'est tout. On va le faire, à tout de suite.